Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Avec Cevital, une dynamique de croissance. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Le Café des Experts Éco est de retour un mardi, pas le lundi, et pas un lundi sur deux. On a sauté le numéro de la semaine dernière parce qu'il y avait une actualité bouillonnante, une actualité révolutionnaire. C'est un contexte, nous sommes à place d'un contexte extrêmement instable et il se trouve encore qu'aujourd'hui on est rattrapé par ce contexte. Il y avait un menu qui était prévu et qu'on a dû changer à la toute dernière minute. Hier, il y a eu une nouvelle série d'arrestations et la mise sous mandat de dépôt des frères Kouninef. Ça, on sentait un petit peu le procédé y arriver. Et puis, surprise, l'arrestation et la mise en mandat de dépôt de Issa Albara, président de Cevital. Cevital est, je le signale tout de suite et d'emblée à nos amis auditeurs, le sponsor de cet espace-là. Il contribue à produire cette émission, le Café des Experts Éco. Vous l'intégrez dans votre lecture de ce que nous allons dire aujourd'hui, même si cela ne détermine pas notre position d'experts et de journalistes. Messieurs, bonjour. Morad Goumiri, bonjour. Bonjour. Farhat Itali, bonjour. Bonjour. Alors, il y a une campagne qui ressemble à une campagne de main propre, qui a démarré déjà avec l'arrestation du président du FCE, de l'ex-président du FCE, mais bon, lui, il a été chopé à la frontière. Il y a eu d'autres arrestations en cours, et puis hier, ça s'est étendu aux frères Kouninef et au président de PDG de Cevital. On va en parler. Cette semaine a démarré déjà avec la convocation de M. Ahmed Ouyahia, ancien Premier ministre, et de M. Mohamed Loukal, ministre des Finances et ancien gouverneur de la Banque d'Algérie. Nous avons essayé d'interpréter le sens de cette interprétation-là. Il semblerait qu'on ne sait pas à quel titre ils ont été convoqués devant le tribunal de Sidi Mohamed. On s'est rendu compte après qu'un Premier ministre ne peut pas être écouté au tribunal de Sidi Mohamed, donc il y a une procédure nouvelle qui a été déclenchée à la Cour suprême. Mais il semblerait que l'association des deux noms nous renvoie au financement non conventionnel. Alors, première question, si c'est sur cette base-là qu'ils sont poursuivis, que vaut la matière judiciaire sur laquelle ces deux messieurs ont été convoqués, l'ancien Premier ministre et l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie? Je commence. Effectivement, je suis un peu dubitatif quant aux motivations. On ne peut pas, condamner pénalement une politique économique. Le financement non conventionnel qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a une polémique actuellement entre les gens de la task force, de professeurs d'économie, etc. Donc j'ai intervenu dans un papier en disant, chacun essaye de jeter la responsabilité sur les autres, mais quelle que soit cette politique, elle ne peut pas relever du pénal. On peut la sanctionner politiquement, c'est-à-dire qu'en fait, si nous étions dans un État démocratique, aux prochaines élections, ce gouvernement s'en va et emmène avec lui sa politique économique. Maintenant, ce qui est assez étrange, c'est qu'en fait, on n'a pas exactement les motifs ou les motivations qui ont entraîné ces convocations. C'est très ambigu, on parle de témoins, etc. Donc je crois qu'il faut être prudent dans notre analyse, mais il est certain que ces deux personnages, à mon avis, si vraiment il faut aller les convoquer auprès d'un juge, c'est pour un certain nombre de dérogations ou un certain nombre de privilèges qu'ils ont peut-être, dans l'exercice de leurs fonctions, donné à X ou à Y. Et je pense que, pour ce qui concerne Loukal, c'est davantage l'ancien président-directeur général de la BEA qui est interpellé que le gouverneur de la Banque centrale et encore moins le ministre des Finances. Le ministre des Finances, il n'a pas encore démarré. Farhat Itali, est-ce qu'on a des éléments plus précis sur cette affaire? Pratiquement dans ce genre de justice supposée révolutionnaire durant les intermèdes de troubles, on ne peut pas avoir de détails. Il ne faut pas s'attendre à des détails précis. Et personnellement, moi, je ne crois pas en ce genre de procédure, certainement pas durant des périodes comme celle-ci.
Il n'a jamais. L'intitulé on parle de dilapidation des deniers publics. Écoutez, cette histoire de dilapidation de deniers publics, pratiquement le délit en lui-même existe, même dans la loi anticorruption. Mais c'est quoi des deniers publics et comment peut-on dilapider des deniers publics? Techniquement parlant, il va falloir donner un peu plus de contenu à ce genre de dossier. Maintenant, parlons d'Ouihia et Loukal. Bon, il est vrai qu'ils ont commis des crimes contre l'économie algérienne. Et je sais, je pèse mes mots, je sais ce que je dis. Mais en ce qui concerne la fameuse émission monétaire, là, il faudrait embarquer la moitié de l'Assemblée aussi, enfin la majorité de l'Assemblée. Et tous les experts qui ont pratiquement exprimé leur satisfaction de cette société, de cette errance. Et en plus, moi personnellement, j'avais dit à l'époque que de toute façon, il n'avait pas le choix. Et ça, c'est vrai. On l'a pas assez dit, je trouve. Non, mais je l'ai dit, moi, personnellement, qu'ils n'avaient pas le choix. Ça ne veut pas dire oui, qu'il fallait imprimer 6 500 milliards. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient trouvé la formule magique. Mais c'est vrai qu'on ne le dit pas suffisamment, Mourad Gomeli, pour les interpellations. Je n'ai pas beaucoup entendu de solutions alternatives. La politique qui a mené justement à cette obligation d'émettre des chèques sans provision était criminelle. Et elle avait commencé bien avant, pour ainsi dire, elle avait commencé au début des années 80. Mais elle a pris une sale tournure à partir de 2009. Maintenant, si on doit chercher des poux dans la tête de Yahya, cheveux par cheveux, rien que la LFC 2009, il en a pour 5 siècles de prison. Et là, ce n'est pas une question de dilapidation de deniers publics, c'est une dilapidation de destinée nationale. Parce que si on se met à extrapoler les crimes des uns et des autres et leurs effets pervers sur la société, les suicides, des pères de famille, tout ça, c'est à ramasser. Oui, mais ça, c'est des politiques publiques. Ça. Non, nous, on essaie de trouver la matière pénale. Non, il y a de la matière pénale. Quand vous faites des lois, et que vous les outrepassez par des règlements, parce que quand vous faites des articles de loi dans lesquels il est prévu des articles qui renvoient à des règlements que vous édictez vous-même pour favoriser vos copains et coquins dans des combines foireuses justement, et histoire de mettre toute une société à genoux au plan économique juste pour faire passer une caravane de bandits. Là, ça nécessite. Mais là, on n'a pas le sentiment que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit. D'ailleurs, si ça devait être là, ça nécessite une question précise, Farhad. Si c'était de ça qu'il s'agissait, il faut une procédure judiciaire même s'il s'agit qui prend du temps. Non, il faut une procédure aussi qui respecte la loi. La Constitution, depuis 1996, prévoyait la fameuse Haute Cour de justice, article 177. Qu'on n'a pas institué. Manifestement, personne n'a demandé à l'instituer. C'est comme si ça réglait les problèmes de tout le monde. Donc, personne n'a osé imposer aux différents présidents de donner un contenu, de donner une consistance à cette fameuse cour virtuelle et imaginaire. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on se retrouve devant un vide juridique. Cette cour n'existant pas, le bonhomme est innocent. Mais le faire passer devant une autre juridiction demande une lecture un petit peu tirée par les cheveux du droit. Donc, n'ayons pas de juridiction capable de juger, oui, il y a du moins, parce que pour ce qui est de Loukal, il n'est pas ministre à l'époque des faits reprochés, il était gouverneur et les gouverneurs sont passibles des juridictions normales, contrairement à ce qu'on pourrait prétendre. J'en profite ici pour dire que le privilège. Ça serait bien de réhabiliter les frères Keraman qui ont été victimes. Voilà. Justement, il n'a pas de privilège de juridiction, comme les frères Keraman ne l'ont pas eu. Je ne vois pas pourquoi lui, du fait qu'il a été ministre 2 semaines, il exonère l'article 573. Ceci dit, Ouihia lui-même a fait passer Chakib Khalil son article 573. Ils ont même pondu un mandat d'arrêt bidon par le procureur général d'Alger de l'époque, qui est venu même à la télévision s'en vanter, alors qu'il savait que cet article l'empêchait de faire intrusion dans cette affaire. C'est pour ça que l'adala, le mustaqilla, le hurra, l'adila, ça ne peut pas exister quand un général parle de justice à 400 km d'Alger, quand des opposants réclament des têtes, quand une rue en ébullition ne sait pas où elle va. Le fawda, l'arima hadi, elle ne permet pas de parler de justice. On peut parler de règlement de compte judiciaire, on peut parler de satisfaire éventuellement l'ébullition sociale par quelques têtes, mais parler de justice, c'est un gros mot. Parce que les Algériens, ils ne sont pas sortis par hasard dans la rue. Ils sont sortis contre Aïssaba. Et d'après vous, l'Aïssaba, elle existe là où il y a de la justice? Oui, c'est curieux quand même. Je voudrais ajouter quelque chose à ce que vient de dire Farhad. Dans tous les discours, et je les ai vus un par un, le Premier ministre, Ahmed Ouihia, a toujours dit « J'ai agi sur instruction du président de la République ». Pire que ça, rappelez-vous de la loi de finances pour
2019, quand il avait proposé un certain nombre d'articles pour trouver des ressources nouvelles, et qui ont tous ces articles ont été enlevés par le président de la République. Donc, c'est curieux. À quoi tu penses, Mourad? Le PPP, par exemple, pour financer les nouveaux projets, Le PPP, payer les cartes grises... les emprunts, non. Oui, les taxes qu'on a trouvées, qu'on a sorties. C'est vrai que c'est le président Bouteflika qui les avait supprimées. Bon, oui. Il y avait un calcul... Le bon roi et le mauvais vizir. Alors là, le problème du supposé, du caché, etc., on rentre là-dedans, caché, cachir, etc. Donc, et ça, c'est quelque chose à relever. Hein. Bouteflika, qui était président de la République, alors on me dit, c'est pas lui, il y a des gens derrière lui, on pense à son frère, les gens maintenant ont inventé l'extra-constitutionnalité, etc., comme si il y avait une main visible qui faisait, etc. Mais en fait, en tant que Premier ministre, lui aussi peut dire, moi j'ai agi et j'ai pris des décisions qui m'ont été données par le président de la République. Ça, personne ne peut lui enlever. On peut faire juste un saut prospectif comme ça. Est-ce qu'on peut imaginer un juge futé, entre guillemets, à la Cour suprême qui va écouter à titre de témoin nos deux acolytes, l'ex-gouverneur de la Banque d'Algérie et l'ex-premier ministre, et leur dire, vous avez eu un mandat, effectivement, pour imprimer, mais pourquoi vous avez imprimé autant d'argent, 6 500 milliards de dinars? Là, vous êtes dans le délit. On est passé à autre chose. Non. Est-ce que ça peut se faire? Non, le juge n'a pas le droit et n'a strictement aucune prérogative pour limiter ou gérer la planche à billets. Ce monsieur, il est sorti de l'Assemblée nationale avec un chèque à blanc, avec une autorisation sur 5 ans, mais qu'il ne parlait pas d'un plafond, il parlait d'une limite temporelle. Évidemment, sur les 5 ans, il a menti dans les discours sur ses prévisions, mais ce n'est qu'un mensonge politique, mais dans les faits. Alors, le gouverneur de la Banque d'Algérie, lui, il a imprimé sur commande. Le bonhomme, il est devenu comme un imprimeur de carte de visite. Oui, c'est lui qui délivre. En principe, il peut refuser. Le Trésor lui demande une avance, il peut dire on a amendé la loi exprès. La loi pour cette opération. L'obliger d'aller jusqu'au bout dans cette opération. Moi, ce qui m'a dégoûté, c'est qu'il a voulu se laver les mains en prétendant avoir offert des solutions alternatives qui n'en sont pas. Elles sont toutes fausses. Donc les recettes exceptionnelles. Placées en collatéral pour faire des levées de fonds. Oui, mais c'est pas les recettes. Non, les recettes exceptionnelles. Dividendes sur le différentiel. Mais les dividendes, le différentiel, tout change. S'il voulait remplacer la planche à billets avec ce truc-là, le dinar aujourd'hui serait de 200 dinars le dollar. Et évidemment, il y aura beaucoup de recettes exceptionnelles. C'est une politique qui vaut ce qu'elle vaut. Le Trésor ne sera pas endetté, mais c'est plutôt l'Algérien des salaires à 30 000 dinars qui consommera plus de produits importés. Non, qui aura disparu. Qu'est-ce qu'on doit importer? Même le local, mais c'est quand tu touches du 90 dinars. Mine de rien, 90 $ par mois, parce qu'avec ce calcul-là, c'est du 90 $ par mois. 90 $ par mois pour un ménage de 4 enfants, c'est le suicide garanti. D'ailleurs, les Algériens sont sortis avant les 200 dinars, parce que le Kharjou avec 200 dinars le dollar, ils ne seraient pas sortis silmiers, qu'il n'y aurait pas de fleurs, ce seraient des piranhas. Donc, donc ça conforte l'idée qu'il n'y avait pas, à court terme, d'autres solutions. À court terme, il n'y avait pas d'autres solutions. Moi, je ne pense pas qu'à court terme, il n'y avait pas d'autres solutions. On est arrivé à vous faire des choses contradictoires. Mourad et Farhad, c'est bien, ça, c'est un grand progrès. Justement, il va terminer ses projections. Quand vous lisez, il faut lire la Task Force, le document qui maintenant apparaît partout alors qu'il était clandestin. Personne ne l'a vu avant. Sauf, je l'avais à l'époque. Oui, fuité. Moi aussi, je l'avais fuité. Mais au niveau public... Il n'y avait rien de génial d'art, là. Non, mais on parle des politiques alternatives. Il y a... Effectivement, ils avaient opté. Alors, ils ont employé le terme raisonnable. Moi, je ne connais pas ce terme en économie. Ça n'existe pas. Un économiste compte, mesure, projette. Il y a une science qui s'appelle l'économétrie. Il y a des modèles économétriques qui tournent et qui apportent un certain nombre d'éléments stricts. Alors, la notion de raisonnable développée par les experts, notamment les deux qui ont réagi, c'est vraiment porter un coup aux sciences économiques. Deuxièmement, qu'est-ce que dit pour se défendre le gouverneur dans une lettre aussi anonyme, qui n'est pas signée, une note?
Il dit l'insistance des experts. L'insistance des experts. Qui peut imaginer que des experts insistent sur... Mohamedou n'est pas sérieux dans il me rappelle le mot de Staline lorsque Molotov lui a dit le pape est contre ta politique en matière religieuse. Il lui a répondu combien de divisions blindées il a. Donc, moi je pose la même question. Combien de divisions blindées ont ces experts pour imposer au Premier ministre. On sait comment ça s'est passé. Ça s'est passé par la présidence. Et c'est Hamidou Yahya qui, à l'époque, directeur du cabinet à la présidence, a commencé à faire pression. Donc il faut être sérieux dans ce genre de... Alors bien entendu, aujourd'hui, chacun essaye de dire je ne suis pas responsable, mais je considère que tout le monde est responsable, chacun à son niveau. Dans le rapport de la Banque d'Algérie, il y avait déjà des contradictions entre les chiffres regroupés et les chiffres détaillés. Quand j'ai fait les additions de ce qu'ils avaient financé directement dans la sphère économique, quand j'ai additionné les deux agrégats, j'ai trouvé 4600 milliards de dinars. Mais à la fin du rapport, en conclusion, la Banque d'Algérie parle de 3100 milliards de dinars qui sont allés directement à l'économie et 3500 qui n'ont pas encore été injectés. Alors que c'est faux. Le Trésor public, il a eu droit à 2500 milliards. Pratiquement, la Sonatrach et Sonelgaz, à travers Naftal, bien sûr, la Sonatrach, ont eu droit à 1800 milliards. Quand on injecte ça dans les trésoreries des entreprises, elles sont directement dans l'économie. Maintenant qu'elles les aient dépensées ou elles sont servies pour compenser leurs réserves, c'est l'économie. Ce qu'on a donné au FNI, pratiquement le FNI, c'est un fonds d'investissement, à ma connaissance. Quand on lui donne de l'argent, ce n'est pas pour qu'il le garde au chaud. Donc quelqu'un qui vous dit, moi j'ai donné les 6500 milliards, mais j'ai fait en sorte que en vertu de quoi? Dites-moi des partis sur lesquels tu n'as strictement aucun pouvoir. Les 600 milliards que le FNI devait remettre à la CNR. 500 par an. Si la CNR n'avait pas besoin des 600 milliards, donc tout ce qu'ils ont prétendu était faux dans le rapport. Maintenant, falsifier des chiffres, falsifier des données pour essayer de se faire passer pour blanc comme neige dans une opération... Alors ça, c'est la responsabilité du Trésor, pas de la Banque d'Algérie. Non, je parle de la Banque d'Algérie, c'est elle qui a fait le rapport, dans laquelle elle a dit oui, on a tout fait pour qu'ils ne dépensent pas. On a même utilisé le terme d'assèchement. En fait, on n'a rien asséché. Juste une blague, on a asséché l'économie nationale, ça fait longtemps, à des comptes dollars, bien sûr. Mais il y a autre chose aussi. La Banque d'Algérie, quand il parle de situation à 6500 milliards, c'était en mars. Mais en novembre dernier, la dernière situation de la Banque d'Algérie, elle était à 5190 milliards. Imaginez la situation. Le fameux milliard de plus qui vous avez fait de l'assèchement. 1,4 milliard. Qui a dit tout l'assèchement? Tout le monde en l'espace de 2 mois, le 1,4 milliard, il a servi à quoi? Au 30 novembre 2018, il y avait au compte courant du Trésor auprès de la Banque d'Algérie 1600 milliards d'économies, de réserves. Ça veut dire qu'ils avaient ils avaient emprunté auprès de la banque de quoi tenir. Parce que sur la base à peu près 200 milliards de déficit mensuel, de quoi tenir 8 mois. Qui a donc 8 mois au 30 novembre 2018, les 1400 donc quelqu'un qui veut de l'assèchement, déjà, c'est Est-ce qu'on peut imaginer que c'est une tentative d'anticiper un changement ou une nouvelle situation où on devrait renoncer à la planche à billets? Et donc on débourse, on décaisse plus, et puis on va être obligé d'y renoncer. La planche à billets, on est obligé d'y renoncer, mais le problème c'est qu'on ne peut pas y renoncer sans une politique économique alternative. Voilà. Avec un budget de 8500 milliards de dinars. دبر راسك نقص منه 1500 ولا امبريمي 1500 باش تسلف ما كانش. La règle d'or dans la comptabilité publique, c'est à la fois d'augmenter les ressources et de diminuer les dépenses. Donc quand on me dit il y avait un besoin, on n'allait pas payer les salaires, etc. Bon, tout le monde se rappelle du cirque, l'Assemblée nationale du Premier ministre, et qui a même dit aux députés et sénateurs, vous-même, vos honoraires, enfin votre prime, vous ne l'aurez pas, etc., etc. Bon, bien, ça veut dire voter pour eux. Il n'avait pas besoin de ça. Parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Les avocats du diable, ça se paye en honoraire. Donc, il fallait chercher et trouver, dans les dépenses de l'État, budget de fonctionnement et budget d'équipement, tous les moyens de faire des économies. Et il y en a. De même
qu'il fallait aller aux ressources, en dehors de la fiscalité pétrolière qui n'est pas entre nos mains, donc la fiscalité, ce qu'on appelle ordinaire, trouver les moyens d'augmenter les ressources, et notamment d'élargir l'assiette fiscale. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les taux. Alors que, en fait, il faut élargir l'assiette fiscale. Quand on regarde aujourd'hui qui paye l'impôt, la plupart du temps, ceux qui payent l'impôt d'une manière directe, ce sont les salariés, parce qu'on leur enlève directement. Mais tout le reste des entreprises publiques, enfin publiques plus ou moins, mais privées, je ne parle pas du marché informel. Alors là, c'est encore un autre débat. On a laissé... Moi, je me rappelle d'une phrase d'un ministre, j'en ai eu 12, qui me disait « Mais bon, il faut laisser un peu le marché informel parce que ça fait de l'emploi. » Le marché informel fait de l'emploi. Il vaut mieux qu'il fasse du marché informel plutôt que talon al-jibel. Aujourd'hui, avec ce raisonnement, 50% de l'économie est dans l'informel. Et plus personne ne maîtrise ces fonds. D'ailleurs, la Banque centrale le dit dans ses rapports qui viennent en retard, alors que la loi l'oblige à les publier sur le journal officiel. Elle dit clairement que finalement, la bancarisation, ce qu'on appelle la bancarisation, c'est-à-dire le retour des ressources financières à l'intérieur des banques, est à peu près 50-50, c'est-à-dire que la moitié du reste de la masse monétaire est en dehors des circuits normaux. Alors, messieurs, si on devait tirer une conclusion sur cette première partie, est-ce que vous attendez... Parce que les circuits normaux, ils sont tout aussi informels. Oui, s'il y a la moitié qui échappe aux banques, c'est parce que les banques, elles injectent justement les fonds, plus les fonds des gens, dans des combines informelles. C'est elles qui ont financé les salles combines. Donc, je ne vois pas pourquoi un Algérien qui a réussi à s'en sortir dans un système aussi pourri pendant 20 ans et a tiré son épingle du jeu, ça veut dire qu'il est encore plus malin que ses bandits. Il est à cet endroit, je voulais ajouter juste un petit mot. Vous savez qu'il y a à peu près une trentaine d'institutions financières internationales sur la place d'Alger. Et il y a 4 institutions publiques. Et les gens me disaient, oui, mais voilà, les banques publiques ne veulent pas financer, elles nous mettent des bâtons dans les roues. Et la réponse que j'avais était tout le temps la même. Mais pourquoi vous n'allez pas vers les banques privées? Pourquoi vous... Et ce sont des banques internationales, ce n'est pas n'importe quelle banque. Allez vers les banques privées. Or, quand vous dites ça à un entrepreneur, non, parce qu'ils ont des règles. Ils n'ont pas de règles extraordinaires. Ils ont des règles réelles. Ils évaluent le projet, ils évaluent sa capacité, son marché, etc., avant de donner un sou. Les banques publiques, elles, fonctionnent au téléphone. On vous croit sur parole, Mourad. Est-ce que cette affaire, pour finir, sur la base de ce que nous avons dit, la difficulté à développer un contenu pour lequel on peut poursuivre sur le plan pénal, c'est messieurs l'ancien Premier ministre et l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, est-ce que ça va faire pchit dans quelques semaines quand ils vont se présenter devant le juge? Toutes les affaires alimentées par le système et entamées par le système depuis le début, elles ont fait pchit ou intégralement, ou du moins en ce qui concerne certains éléments. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le système en Algérie, il a toujours préféré casser du bouc émissaire extramuros que s'attaquer à ses propres éléments intramuros, parce qu'ils se tiennent tous par la barbichette. Et tant qu'on n'a pas vu des politiques, et même des militaires, et pratiquement tout ce qui a servi ce système depuis le début, il y en est passé devant d'autres tribunaux que ceux-ci. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Aujourd'hui, beaucoup de boucs émissaires vont passer à la casserole. Je l'avais déjà dit que les Kouninef, les Haddad, les Tahkout et compagnie, c'était des gens programmés pour exploser en vol. Même si Bouteflika était resté, même si le système était resté tel qu'il était, à la première difficulté financière ou politique, ils les auraient égorgés. Et ils étaient programmés initialement pour ça. Donc aujourd'hui, il y a un système qui me refabrique pratiquement des boucs émissaires après avoir servi à extirper des milliards de dollars. Parce que vous savez, les gens, si vraiment un jour on arrive à une vraie démocratie avec une justice qui tient la route, vous allez voir les factures qui viennent de l'extérieur, qui ces derniers temps sont plus souvent de Dubaï, qu'elles n'appartiennent pas, que les boîtes offshore en question
D'ailleurs, c'est incroyable qu'une banque d'Algérie et des douanes ne vérifie pas les factures, l'origine des factures. كيفاش يجيك دا ماتريال من الهند ولا من الالمان ولا من الطليان ولي فاكتور كاع من دبي تلقى باللي الشركات هذوك ان ابارتيان با للكبش هذا on l'a mis ici, on l'a placardé en dinars, on lui donne quelques dollars bien sûr pour faire beau, pour faire plus crédible نهار يذبحوه كي كيمشي العيد كي تشوفوا يقرصوا فيه سي العيد ماشي بعيده. Donc mais le reste des dollars, on saura bien un jour chez qui ils sont partis. Quand j'ai dit dans une autre chaîne que on ne récupérera jamais ces dollars, je savais ce que je disais. Alors, moi مش عند الناس هذا. Farhat Ali, tu m'offres une possibilité de faire une transition avec ce qui est en train d'arriver dans l'affaire de Saad Rabrab. Alors, bon, on a une lecture politique, on a la nôtre, on peut la garder. Moi, je peux la dire pour calmer tout le monde. Enfin, nous sommes dans un, pour moi, enfin, je peux même dans un contexte révolutionnaire, nous sommes dans un contexte de règlement de compte politique. Tout ça s'est passé très vite avec les appels, les injonctions d'Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major, pour ouvrir des dossiers, etc. Nous avons, nous, journalistes à Radio M, des raisons très précises de penser que c'est un règlement de compte personnel entre Ahmed Gaïd Salah et Saad Rabrab pour des raisons qu'on ne peut pas évoquer dans cette émission. Mais bon, on va quand même essayer de rester sur le dossier technique. Sur le dossier technique, on parle de surfacturation dans l'importation de la machine Efcon qui aurait provoqué une plainte des douanes algériennes suite à une expertise qui aurait dans un premier temps plusieurs expertises qui auraient dans un premier temps confirmé le prix d'achat et donc qu'il n'y avait pas de surfacturation. Alors, deux questions. D'abord, dans le cas présent, de quoi s'agit-il exactement? Ensuite, on va essayer de faire comprendre à nos amis auditeurs du CEE et de Radio M, c'est quoi la surfacturation? Parce que historiquement, Bekri, l'importation, on essaie, il y a des frais de douane qui sont importants. En fait, on essaie toujours de sous-déclarer. Et depuis quelques années, c'est bon, il y a peut-être la combinaison des deux, Farhat peut nous l'expliquer tout à l'heure, mais on parle plus de surfacturation. Et dans le cas des factures qui viennent de Dubaï et de cette combine qui permet de récupérer des dollars issus de l'importation, on comprend que c'est un autre système qui fonctionne. On va essayer de l'expliquer. Mais commençons dans le cas précis de ce que le procureur de la République a reproché à Civital et à Rabrab. En l'absence d'une déclaration du procureur lui-même ou des avocats qui manifestement n'ont pas encore eu accès au dossier. Je retiens le tweet de Saad Rabrab lui-même qui dit « J'ai été appelé à la gendarmerie de Bab Jdid sur l'affaire Efcon ». Le tweet de Saad Rabrab lui-même ne peut pas être une source judiciaire. Parce qu'il y a eu une première audition sur le sujet. Il y a eu une première audition dans laquelle il s'est expliqué là-dessus. Audition qui a aussi porté sur d'autres sujets. Mais ceci dit, d'autres sujets encore, parce que la gendarmerie ne vous convoque pas pour parler de vos intérêts, particulièrement pas en ces temps troubles. Donc, ce qui s'est passé, il n'y a que eux qui le savent. Mais si on doit maintenant revenir à cette histoire d'Efcon, moi ce que je sais de cette histoire, c'est que la douane avait contesté la valeur des deux machines qui ont été importées par Efcon en Algérie. Qui produisent de l'eau ultra pure. Non, ça produit des membranes. Ces machines-là, c'est des presses. C'est des presses hydrauliques de 1300 et de 2300 tonnes de poussée qui produisent des membranes en caoutchouc et en plastique, disons un truc, une mixture, qui devait justement servir à filtrer l'eau pure. Maintenant, ces fameuses machines, il existe un modèle standard chez le producteur coréen. Ce modèle standard-là a une valeur. Les machines qui ont été importées par Efcon Algérie étaient plus chères que le modèle standard. L'expertise qui a eu lieu de par la douane estimait qu'il y avait surfacturation manifeste. Mais, en contrepartie, d'autres expertises ordonnées par la justice au niveau du tribunal de Boudouaou et de la cour de Boumerdès ont toutes les deux confirmé la valeur déclarée par Efcon Algérie. Et il y a eu un jugement définitif de la cour qui a confirmé, justement, selon l'avis des experts de toute façon. Et qui aurait dû donner la fin du litige. Et je crois même que les services de douane ont appelé Civital pour venir retirer les machines. Non, mais les services de douane ont reçu presque la formule exécutoire avec huissier pour libérer les machines. Manifestement, les services de douane ont déposé plainte en pénal alors qu'ils étaient en litige civil avec Efcon Algérie
Ils ont déposé plainte en pénal, donc la plainte, elle a suspendu le jugement civil, ce qui est quand même curieux en matière justement de droit. Ça, c'était la lecture du droit de l'époque Bouteflika. Donc, de toute façon, les équipements sont restés en l'état, dans le même site de stockage jusqu'à nos jours. Donc, maintenant, s'il s'agit de cette histoire, si on condamne l'intéressé, il va falloir passer aussi à la justice qui a émis un jugement définitif confirmant ces valeurs. La société en elle-même, elle avait déclaré à la justice sur dossier que ces machines-là étaient effectivement de 1300 et 2300 tonnes, mais qu'elles n'étaient pas standards, que leur bus de sortie était 10 bus au lieu d'une seule. Donc ces machines avaient un coût supérieur. Ce qui est réel dans le domaine de l'injection et de l'extrusion. D'ailleurs, c'est des injectrices, c'est pas des extrudeuses. Dans le domaine de l'injection, changer de moule ou changer de tête peut multiplier la machine par 4, par 5. Même dans les injectrices à bouchon, le moule, il coûte 2 fois la machine. Il coûte $2 800 000. Mine de rien, pour quelqu'un, un moule, hadida, à $2 800 000, n'importe quel citoyen, charou youkaf. Mais dans les faits, c'est ce qu'il vaut parce que l'usinage, l'intelligence artificielle qui est engagée là-dedans et les brevets, ça ne court pas les rues. Mais un Al Jazeera, c'est une autre paire de manches. Maintenant, ce que j'ai dit depuis le départ, les hommes d'affaires, les bons, les mauvais, les préfabriqués, les réels, ils sont des justiciables comme d'autres, mais pas ni dans ces conditions, ni à une époque qui m'a dit, à une période qui m'a dit, ni sur les injonctions d'une partie qui n'a pas prérogative pour le faire, ni encore moins sur sélectivité. Mourad Goumiri, une affaire comme ça, c'est un contentieux en principe entre les douanes et l'importateur. On fait un volet pénal. Quand il s'agit d'un transfert, quand il s'agit d'une surfacturation d'équipement, ça devient un transfert illicite de devises. Alors qu'est-ce qu'il a à gagner un importateur à surfacturer ? Ah ben ça c'est évident. La surfacturation comme la sous-facturation a comme objectif de faire sortir indûment des devises. Hein. Mais je voudrais peut-être revenir un peu en arrière. Il y a plusieurs années, pas trop, on avait créé ce qu'on appelle la valeur en douane. Donc j'avais appelé le... je lui avais dit, il était... 92, 96 Voilà. J'étais au cabinet, je lui dis, écoute, est-ce qu'il y a un seul pays au monde qui a cette technique ? Puisque tu dis, on n'arrive pas à gérer, etc., etc. Il m'a dit non, mais ils sont aussi exceptionnels. Donc, s'agissant d'opérateurs exceptionnels, on a trouvé un instrument exceptionnel pour gérer. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que vous donnez à un fonctionnaire des douanes le droit de dire que tel produit vaut tant. Mais d'abord, c'est pas son métier. Deuxièmement, à partir du moment où vous avez une facture pro forma ou une facture tout court, vous pouvez très bien, surtout aujourd'hui avec l'électronique, vous pouvez très bien aller directement chez le fournisseur et vous avez les prix. Donc cette espèce de valeur administrée qui avait été, je ne sais même pas si elle Mourad Goumiri. Qui avait été initiée à cette époque. Et si le fournisseur, c'est celui qui a importé ? Parce qu'en fait, le modèle... Oui, mais c'est facile à trouver. Je pose ma question. Le modèle de la surfacturation, très souvent, c'est parce qu'on importe de chez soi-même. On a une entreprise de l'autre côté, on importe de chez soi-même. Et donc, on se transfère à soi-même beaucoup de devises. C'est pour ça qu'on surfacture. C'est d'autant plus vrai que dans la zone euro... Vous pensez qu'une entreprise qui fait... Est-ce que c'est le cas dans cette affaire ? Une entreprise qui fait ce genre d'équipement aussi sophistiqué, vous allez trouver une autre entreprise écran qui va vous vendre ce produit. Il faut être sérieux. J'ai pas dit que pour Ebcon, j'ai dit en règle générale. En règle générale, on peut avoir une entreprise personnelle, qui nous appartient, qui exporte des équipements vers l'Algérie sans faire de la surfacturation, sans que ça soit suspect. Donc, de toute façon, c'est légal. Je ne te fais un mot. Il y a des suspicions parce que nous ne maîtrisons pas. Ni l'administration, ni la magistrature, ni même la population ne maîtrisent les ressorts du commerce international. Il y a des gens qui font La DGE a créé un département prix de transfert. La direction générale la direction des grandes entreprises pour essayer de suivre les multinationales dans les prix de transfert. De toute façon, ils n'ont jamais rien suivi. Il y a eu beaucoup plus de bureaucratie que de réelle efficacité. La preuve, donc c'est pas par hasard. Je vais vous dire ce qui se passe. Il y a des gens qui peuvent créer des entreprises à l'étranger et que éventuellement j'encouragerai.
S'ils arrivent à faire des achats intéressants, à moindre et à prix. faire des centrales d'achat et à maîtriser leurs coûts, pourquoi pas? Il y en a qui l'ont fait comme ça. Le oui. délit, il est où? Le délit, il est dans la surfacturation prouvée. Il n'est pas dans l'existence d'une entité de droit étranger qui travaille avec l'Algérien. Les gros transferts, et je parle en milliards de dollars, ils ne sont même pas faits avec des gens qui ont des entreprises à eux à l'étranger. Ils sont faits avec des moutons de panurge qui eux-mêmes recevaient des factures de l'autre bande de l'étranger. Mais la facture à domicilier. Alors que le fournisseur, c'est celui qui l'a agréé, c'est celui qui en a fait un nombre d'affaires Donc artificiel. on peut faire de la surfacturation sans être Ouais, propriétaire, évidemment. exportateur vers l'Algérie. Évidemment. Bien sûr. Évidemment. Il y a d'autres pays, par exemple, où le fournisseur, qui me chauffe, il y a des pays on peut dire, de non-droit économique, hein, tout comme l'Algérie. Mais en sens inverse, des pays, des paradis fiscaux. عندك la Turquie en ce moment, Dubaï. Et يرجعوا لك la commission تاعك, même si elle est de 30-40%. Tous les coûts sont... Écoute, dans tous les pays du monde, tous les coûts sont permis tant que ce n'est pas le pays qui est touché. Et chez nous, tous les coûts sont permis tant que c'est nous qui sommes touchés. Quand c'est l'étranger, par contre, quand il s'agit de piller l'Algérie, manifestement, on pille avec tout le monde. Alors, dans le cas on a évoqué le cas local et Hamdou Yahya, dans le cas de cette affaire-là, comme on voit un peu la matière pénale, etc., c'est aussi une affaire qui devrait ne pas aller loin, puisqu'on est passé par la case pénale, mais on est dans un conflit. En ce moment, on ne doit être enrôlé de cette manière-là. Alors, aucune affaire, y compris Kouninef, Voilà. y compris les frères Kouninef. Non, y compris tout le monde, y compris Al Capone. Et Al Capone, c'est pas les idiots, c'est 11 ans, non? Et encore, on ne peut pas soupçonner l'idiotesse de régler ses comptes. Et pourtant, c'est pas aller à Dachesna. Pourquoi? Parce qu'Al Capone était malin. Tout simplement parce que les Américains, qui croyaient en leurs lois, qui ont été faites par George Washington, Jefferson Davis, ou pas par des gnous, eh ben, ces gens-là, ils ne voulaient pas détruire leurs propres lois à cause d'un malheureux bandit qui traînait ses savates à Chicago. Aussi dangereux soit-il, ils auraient pu l'abattre. D'un coup, l'FBI, on n'en parle plus. Mais ça créerait un autre bandit, mais au détriment des lois américaines. Nous rêvons et nous état de droit. Voilà, et nous attendons un état dans lequel tout le monde aurait des droits, y compris les prévenus, et la justice serait réellement, comme son nom l'indique, juste. Mais là, qu'est-ce qu'on peut reprocher sérieusement aux Kouninef? Ils ne sont pas à un larcin près, mais dans chaque dossier, ils ont d'autres complices, s'il y a complicité. Dans chaque dossier, il y a d'autres parties civiles. Les dossiers, c'est des passations de marché public. Hein. La passation de marché public, on ne passe avec qui le marché public? Il y a bien une partie en face, non? Qui fait le Kouninef, il est coupable. Il est coupable d'un marché qui lui a été attribué par un non coupable. Mais ça, je crois que dans ces histoires-là, il y a deux parties. أنا خطرة كان عندي واحد صاحبي لا بوليس صحابه داروا عليه واش داروا له؟ خرجوا له يلعب البوكر في رمضان يقمر. والمالور سي كوم كانوا يلعبوا معاه وربحهم. إما نحاول واحد يوم كاع من البيفي لقى روحو قدام الجوج يلعب البوكر مع الحيط. Et oui, c'est aussi débile que ça la justice en Algérie. Donc, moi je voudrais juste ajouter deux éléments. Une justice exemplaire n'est pas sereine. Une justice exemplaire n'est pas sereine. Alors, à propos de sérénité. Et nous avons vécu cela avec la démobilisation, lorsque Chadli est parti, etc. Il fallait donner des têtes, il fallait... il y a un instinct grégaire de vengeance. Et donc, on va choisir... moi, j'avais mis dans mon article qui sera dans la liste, parce qu'à ce niveau-là, depuis le président de l'APC jusqu'au président de la République, qui sont les gens qui sont dans la liste ou qui ne seront pas dans la liste? Des gens qu'on va guillotiner. On va finir parce qu'on a dépassé le temps. C'est une émission importante. On va finir quand même avec une question sur la conjoncture économique. Ce matin, j'ai échangé avec quelques chefs d'entreprise qui étaient très inquiets, qui m'ont appelé pour mes supposées capacités d'analyse politique, ou qui sera le prochain dans la liste. Et ils étaient tous d'accord pour dire, pour le moment, on a fait foum المدفع. C'est devenu un champ de mine dans le bled. Les chefs d'entreprise, alors je vous le dis, hein, les chefs d'entreprise, ont peur. L'arrestation l'embastillement de Issad al-Barab est un choc aujourd'hui, on peut pas le cacher. Est-ce que vous ne redoutez pas, quand même, indépendamment de l'issue de la suite de l'instruction, etc., un repli
dans, on va dire, l'enthousiasme qui pouvait traverser une partie de l'entrepreneuriat algérien pour dire il y a une Algérie nouvelle et on va pouvoir travailler sans les monopoles, sans les oligarques, etc., qui va retomber et les gens vont peut-être cesser d'investir et la conjoncture va se retourner et s'effondrer. Est-ce que vous le redoutez pas? Les oligarques n'ont jamais été l'empêchement pour produire. Les oligarques étaient les sous-produits de la machine infernale qui dans le bâtiment, quand Ali Haddad prend tous les marchés, ça empêche de produire, de travailler. La machine qui a fabriqué Ali Haddad. Alors on a fabriqué d'autres Haddad dans le passé, alors on fabriquera d'autres dans le futur. Cette machine infernale-là qui s'appelle un système crapuleux, primitif et inculte. Alors on espère une loi anti-monopole et une respect de la loi sur la concurrence demain avec des vrais juges indépendants. C'est ça qu'on veut faire. C'est pas parce qu'on croyait en Bedoui et compagnie, c'est parce que ces gens-là mettent à gauche. Peut-être que la population aurait pu forcer la main à Bedoui pendant 4 heures en une nuit en le menaçant. Aujourd'hui, ils ne veulent pas eux aussi des élections. Ils ne veulent pas d'élections. Ils veulent un 4 juillet avec un vide institutionnel. Et là, ça va être du banditisme à grande échelle. Sans les oligarques, ils vont en fabriquer d'autres. De toute façon, le swag qui ont des ambitions qui sont plus grosses que leur cervelle. Mais sur la dynamique, on va dire, de la partie de la classe d'entrepreneurs et la classe capitaliste algérienne, est-ce que ce qui vient d'arriver ne risque pas d'avoir une fâcheuse incidence sur la conjoncture économique? Mais la conjoncture économique déjà a enregistré cette ébullition sociale, puisque le premier élément, ça vient des agences de notation, Moody's notamment, qui dit, wait and see, c'est-à-dire pratiquement suspendez tous les contrats en négociation. Donc ça, c'est une première étape des mesures conservatoires, dirait-on. Et puis on regarde, et effectivement, des décisions intempestives comme ça, parce qu'il n'y a pas que les entreprises nationales qui vont être maintenant dans le collimateur. Il y a aussi toutes les entreprises internationales qui sont sur le territoire national. Je pense aux Chinois, je pense aux Turcs. À part que... non, mais on peut les prendre en défaut, et il y a des moyens de les prendre en défaut, ça j'en suis sûr et certain. Notamment par la surévaluation des salaires, etc. Mais donc, la conjoncture a déjà anticipé cela. Et elle a dit déjà, on wait and see, on suspend les autres produits. Quant à ceux qui existent, eh bien, ils vont les mettre en veilleuse, c'est-à-dire que s'il faut un investissement supplémentaire, s'il faut, etc., on va le reporter pour l'année prochaine, ou en tous les cas, quand il y aura un peu plus de lisibilité. Un exemple, les usines automobiles. Le passeport on est en train de citer, Renault, convoquons. C'est le même modèle, mais il y a SNVI dedans. Alors c'est encore pire. Voilà, c'est de l'argent public. Oui, c'est de l'argent public. Voilà, le FNI, tiens. On ne peut pas le nommer. Il a perdu son capital social Fidji ici, ou il a le boulonnette. Eh bien, pourquoi on ne convoque pas ces cocos? C'est pas parce que FNI ou SNVI, parce que même les cadres des entreprises publiques, on les a déjà vus égorger en 98. Toucheront pas Renault. Voilà, enfin, et pourtant. ils l'ont touché au Japon. Hein. Non, mais non, pas ici. Tu n'es pas au Japon, tu n'es même pas en Corée du Nord. Là, tu es dans un espace indéfini, ça. Messieurs, merci beaucoup. Wait and see, est-ce qu'on fait la même chose ou est-ce qu'on se revoit la semaine prochaine, messieurs? On se revoit, on a raté un lundi, on va essayer l'actualité s'est accélérée. Sauf si vous êtes convoqués, effectivement. Merci beaucoup, messieurs les experts. Merci, à lundi prochain. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Avec Cevital, une dynamique de croissance.